de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Bonsoir, pas de pont pour les chroniqueurs du Club de la Presse. Soyez les bienvenus dans un nouveau numéro avec 4 chroniqueurs. Cédric Rouillon, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à représente toutes et à RCF tous. Jéricho Moselle. À vos côtés, Claude Bellet, bonsoir Claude. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Journaliste, essayiste. En face, Philippe Marc, le Républicain Lorrain, bonsoir. Bonsoir à tous. Mais aussi le président du Club de la Presse et de la communication de Metz. Et à ses côtés, Frédéric Schnur, bonsoir. Bonsoir. De tout Metz. Vous êtes en forme ? Plutôt, oui. Comme d'habitude, c'est parfait, c'est parti pour 30 minutes d'information avec les coups de gueule et les coups de cœur des chroniqueurs. Et on commence par un coup de gueule qui, je dois le dire, m'a un peu étonné, provenant de vous, Claude Bellet. Ce sont les parents qui se stationnent devant Jean 23. Oui, pas seulement devant Jean 23, devant toutes les écoles de France et de Navarre, qu'on soit en ville ou à la campagne. C'est incroyable de voir à quel point les parents d'élèves qui conduisent leurs enfants en voiture veulent s'approcher au plus près de l'entrée de l'école. On se demande même si... Ils ne veulent pas rentrer dans la cour. Dans la classe, carrément. Donc, et tout cela se fait naturellement au détriment de tout le respect de toutes les clauses élémentaires de prudence et de sagesse. À moitié sur le trottoir, à Jean 23, on occupe la piste cyclable, ce qui fait que les cyclistes sont obligés de sortir de leur voie et au risque de se faire... Enfin, il y a un comportement là qui est absolument incivil et qu'il faut absolument corriger. Bon, les enfants, on peut les lâcher quelques dizaines de mètres, peut-être avant l'entrée de l'école, sur un trottoir, et les laisser marcher, ça leur fera du bien, pendant quelques 20 ou 30 mètres ou 50 mètres. Donc il faut arrêter ça. Et c'est un phénomène qui est global. J'ai longtemps habité à Paris, devant les écoles de quartier, les rues étaient complètement bouchées, et à la campagne, chez moi par exemple, c'est pareil. Il y a au moment des sorties et des entrées d'école, des foules de voitures dans tous les sens. Il faut arrêter ça. Il faut un peu se discipliner, parce qu'il y a du danger, il y a de l'insécurité qui naît des gens qui manœuvrent, qui font des demi-tours sur la route. Il faut que ça s'arrête, ça. Et les gosses peuvent venir à l'école à pied, si c'est possible, et les faire marcher un peu, ça leur fera pas de mal. Voilà, c'était le conseil santé de Claude Bellet. Je rappelle que cette action qui a été menée devant Jean 23, alors pas le grand Jean 23, c'est le petit Jean 23, oui. Je crois. Je ne sais plus d'ailleurs devant le grand Jean 23, oui, pardon. Eh bien, sera renouvelé le 26 mai avec donc une association de cyclisme, mais aussi des profs du collège-lycée. Voilà. Avec vous, Philippe Marc, nous allons évoquer un cas un peu douloureux d'une femme écoise qui a eu un élan de générosité pour financer son opération. Mais malheureusement, elle n'aura pas lieu. Tout à fait. Alors c'est effectivement un cas douloureux, mais en même temps, c'est aussi une belle histoire du fait de l'élan de générosité qu'elle a suscité. Et c'est surtout ça que je voulais souligner. C'est vrai que dans nos métiers, on est confronté à différentes situations. Certaines nous touchent plus que d'autres. Et moi, j'ai été très touché par cet appel lancé sur les réseaux sociaux par ce couple de femmes. Donc elle est atteinte, c'est Sabrina et Cédric Jardel. Elle est atteinte d'un cancer du péritoine, qui est un cancer très rare. Les médecins à Nancy ont stoppé le traitement, et elle et son mari et ses amis, ils ont trouvé une possibilité d'opération au début en Allemagne. Ça nécessitait 58 000 euros de frais qu'ils ne pouvaient pas acquitter. Donc ils ont lancé cet appel sur les réseaux qu'on a nous personnellement relayé au Républicain Lorrain, et en l'espace de 3 jours, ils étaient à 50 000 euros de collectés. Donc je trouve ça extraordinaire de voir. Moi ça me rassure sur l'être humain, oui, c'est ce que vous qu'on critique souvent, qu'on dit individualiste, qu'on dit dénué de solidarité, mais finalement quand il y a des appels comme ça, il y a beaucoup d'inconnus qui sont prêts à aider les gens, et moi j'ai trouvé ça super. Ce couple, ça leur a fait un bien fou. Malheureusement, comme vous le soulignez, l'opération, le professeur en Allemagne a finalement renoncé à l'opération. Bon, ils essayent de travailler sur d'autres pistes, mais une solution à Paris. Peut-être, ouais, mais moi ce que je voulais souligner surtout, c'est que l'être humain, quand on fait appel à lui, il est capable aussi de se mobiliser. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire qu'en 3 jours, on puisse réunir en Moselle 50 000 euros pour aider
un couple dont beaucoup ne les connaissaient pas, quoi. Donc, voilà, c'était la belle histoire choisie par Philippe Marc, et évidemment on espère de tout cœur que Sabrina Jardel pourra être opérée avec succès, que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs. Évidemment, c'est tout ce que l'on lui souhaite. Nous allons être un tout petit peu plus légers avec vous deux, Frédéric et Cédric, puisque vous avez à peu près les mêmes coups de cœur sur ce printemps qui revient et le fait que maintenant on est un peu après le Covid et on reprend les bonnes habitudes des festivals, des expositions. Oui, on retrouve. Je commence, Frédéric. Je commence avec. En fait, on se rappelle qu'il y a finalement 3 ans, quasiment pile, on faisait ce club de la presse, chacun chez soi, en visio. Et là, on sent vraiment. C'est peut-être la première année où on a vraiment ce retour, avant tout, pas de la culture, mais de la foule. Et le symbole de ça, c'est le Festival de Cannes, à l'autre bout de la France. Et plus près de chez nous, ça peut être les cinémas qui se remplissent à nouveau. Et puis le concert qui a eu lieu la semaine dernière avec, devant le parvis du Centre Pompidou. Alors, ce n'était pas la semaine dernière, c'était mercredi soir. Mercredi, merci. Mercredi. Et 12 000 personnes selon les organisateurs et la police. Pour une fois, les deux sont d'accord. Et les images sont marquantes. C'est vraiment des images qu'on pensait appartenir à une autre époque. Et on le retrouve vraiment à tous les niveaux. Ce jeudi, c'était aussi la journée de la Moselle où tous les sites du département étaient ouverts et tous les sites passionnément Moselle étaient remplis et gratuitement. Et il y avait aussi des chiffres très encourageants. On est, je crois, sur plus de 20% depuis le début de l'année. Les scolaires très présents. Donc on voit vraiment qu'il y a une énergie qui fait du bien. Merci. Alors cette énergie, vous la mettez aussi à l'honneur. Frédéric, dans 2 festivals. Le premier, c'est le Cirque au Sablon, oui. Puisque vous êtes natif du Sablon, vous êtes fier du Sablon, et vous êtes fier quand il se passe quelque chose au Sablon. Oui, alors oui, et puis surtout, il y a au parc Sainte-Chrétienne au Sablon, qui est derrière l'école du Sablon, en fait, pas loin de l'église. Pas loin de Les Maris, c'est ça, de l'école musicale. C'est ça. Ouais, et en fait, ce parc, à ma connaissance, est pas assez très connu. Peu connu et peu mouvementé. J'y allais me balader avec feu ma grand-mère, coucou. Et du 22 au 28 mai, il va y avoir à cet endroit-là un festival d'un genre, alors c'est la 8e édition, c'est le nouveau cirque, c'est à la fois des concerts et des spectacles circassiens. C'est donc du 22 au 28 et ça va être très mouvementé, c'est très familial, donc c'est une bonne chose, je trouve, effectivement, que ça reprenne. Et puis de l'autre côté, pour prendre... Ah oui, c'est de l'autre côté, là, oui. C'est carrément de l'autre côté, et pour aussi saluer, tirer un coup de chapeau à tous ceux qui organisent des choses, et souvent bénévolement d'ailleurs, et qu'on aide relativement, globalement assez peu. Le festival Metal Open Air à Intin, en Moselle, au nord-est de Thionville. Pareil, c'est une 3e édition, c'est les 27 et 28. Alors, vous êtes fan de métal? Je suis fan de métal, j'écoute un petit peu toutes les musiques et le métal en fait partie, mais il y a là un groupe que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle les Brutal Sphincter, et j'aurais d'ailleurs assez adoré être présent le jour où ils ont trouvé le nom du groupe. Mais disons que c'est vrai qu'on va s'appeler les Brutal Sphincter, il a fallu faire quelque chose avant, mais voilà, c'est un festival de métal, c'est un festival... Je ne sais pas si vous reviendrez sur ce plateau. Désolé. On ne parle pas assez de Sphincter. Bon, allez, très bien. Donc c'est le 27-28, le festival métal. C'est une salle locale, quand même. C'est une salle avec pas mal de groupes locaux de métal. Vous avez gagné votre pari, je crois. Merci. Oui, merci beaucoup sur ces coups de gueule et coups de cœur. On passe tout de suite au premier sujet du club d'aujourd'hui. Voilà, les chroniqueurs vont reprendre leur sérieux puisque nous allons évoquer ces élus qui sont en danger, en résonance évidemment avec ce qui se passe un peu loin de la Moselle avec le maire de Saint-Brévin. Il y a évidemment pour l'instant pas de choses similaires puisqu'à Saint-Brévin il y a eu quand même l'incendie du domicile du maire. Alors on a bien eu le maire de Colmen qui avait reçu des menaces de mort. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter de ces écharpes? Je me tourne vers vous, tiens Claude, puisque vous êtes, vous, un ancien élu. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces écharpes qui ne font plus rôle de bouclier, si on peut dire? Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je voudrais quand même observer qu'il y a un tout petit peu moins de 35 000 communes dans ce pays et que les cas auxquels on est confronté ne représentent que quelques centaines.
On est donc dans une marge quand même, il y a 1% et 99% où les choses se passent plutôt bien. Donc il faut d'abord se méfier de cet effet loupe, de cet effet grossissement. Encore une fois, à mon avis, ce qui est le plus inquiétant, c'est la progression. Plus 15%. Voilà, c'est la progression du nombre de violences qui sont faites aux élus et aux maires en particulier. Pourquoi les maires? Parce qu'ils sont les plus proches de la population. Comme dit l'autre, ils sont à portée de baffe, effectivement. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une montée de cette violence, mais qui, je crois, s'inscrit dans un cadre national. Je veux dire, la violence, on la voit monter partout. Et on la voit d'abord monter à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'à partir de là, il y a un effet de ruissellement et qui fait que maintenant, on est à peu près sans limite dans tout. On décapite le président de la République, on lui colle des moustaches d'Hitler, comme si notre démocratie était comparable à une dictature sanguinaire, etc. Donc on perd un peu ces remèdes, et cette violence, elle est effectivement... À mon avis, elle vient en partie d'en haut, et notamment de M. Mélenchon et de ses amis qui, quand même, certaines déclarations, certaines attitudes, certains comportements peuvent dire, après tout, pourquoi pas, moi aussi, etc. Donc pour en revenir au maire, effectivement, il y a cette progression qui est inquiétante, et on peut en dire un mot des solutions qu'on pourrait imaginer, mais je vais peut-être laisser d'abord mes camarades parler. C'est ce que vous dites souvent, hein, quand on parle de ce sujet. Vous nous dites que l'exemple vient surtout d'en haut, et vous le dites régulièrement. Cédric, vous faisiez un peu la moue sur cet exemple venu de l'Assemblée nationale, je vous ai vu. C'est... Pas qu'à l'Assemblée nationale, on voit dans les médias, alors je ne sais pas si c'est réservé à des courants de pensée en particulier, mais on sent qu'il y a quelque chose où l'appel à l'insurrection, il fait partie aujourd'hui du discours politique classique. Il est légitime de s'insurger. Oui, pas chez tout le monde. Et pas de la même manière. Attention, on a aussi toute une génération d'influenceurs, alors qui ne sont pas à l'Assemblée, mais qui ont l'impact, comme le nom l'indique, réel, où le discours autour de la panique écologique, autour de... Voilà, on a une ambiance générale qui fait que dans ce discours-là, finalement, la révolution, l'insurrection, elle fait partie des outils qu'on envisage comme probables, possibles, et on sent aussi que ça peut, alors je reprends le mot, ruisseler à un moment donné sur peut-être des maires qui, eux, n'ont rien demandé à personne et sont bien loin de tout ça. Oui. Alors le maire de Colmen avait reçu des menaces de mort qui ne sont sans doute pas comparables à celles qu'avait reçues le maire de Saint-Brévin. Et aujourd'hui, alors on lit quand même qu'il regrette d'en avoir parlé. Finalement, c'est toujours pareil, c'est la loi du silence, l'omerta qui prend le dessus. C'est quand même assez incroyable ça, Philippe. C'est sûr que quand on en parle après, ça prend d'énormes proportions. On le voit, on en parle là depuis plusieurs jours de ce cas-là. Comme disait Claude, c'est effectivement ça reste des cas qui restent assez rares, mais on sent quand même cette montée en puissance de la violence. C'est le reflet de la société qui est comme ça aussi, qui est de plus en plus violente. Claude disait quelque chose d'assez symptomatique tout à l'heure. Il disait le maire, c'est l'élu à portée de baffe. C'est le cas aujourd'hui. Mais l'expression originelle, c'est que le maire, c'est l'élu à portée d'engueulade. On disait ça il y a une vingtaine d'années. On disait il est à portée d'engueulade. Maintenant, il est à portée de baffe, effectivement. Et pour moi, c'est le reflet de la société. Et je trouve que c'est quand même normal que ça prenne des proportions importantes, qu'on en parle. Alors c'est sûr, les élus le regrettent peut-être après parce qu'ils ont un double effet, cette médiatisation qui est lourde à porter. Mais je pense que c'est important qu'on le dénonce et qu'on en parle énormément pour ne plus que ça arrive. Frédéric Schnur, plus 15% d'agressions en 2022, je le disais, selon l'Association des maires de France. Et ce que disait Claude aussi, alors certes, il y a 35-36 000 communes. 35 000, cela correspond à 1500 élus locaux, même si c'est peu au regard du pourcentage, c'est quand même déjà 1500 de trop. Alors oui, tous n'ont pas vu leur maison incendiée. Je suis d'accord à la fois sur les termes et sur la provenance, parce que les mots ont un sens et les gens qui sont censés être en responsabilité sont censés aussi avoir le sens même de la notion politique et la mesure. Les mots, il faut savoir les graduer. Et aujourd'hui, pour se faire élire, le mieux, ça reste quand même de gueuler le plus fort. Sur ce qui concerne les exactions qui sont là, le fait qu'on puisse... dire à un élu qu'on n'est pas d'accord, je pense que c'est la base. On les a élus. Maintenant, c'est pas parce que soi-même on n'est pas d'accord qu'on représente la majorité parce qu'on est d'accord avec soi-même, et c'est ce qui se passe. J'aimerais quand même pointer du doigt le fait que ce sont encore une fois des groupuscules d'extrême droite qui sont dans l'acte de violence. Ça, vous parlez de ça, vraiment. L'engueulade. On a connu les tartes à la crème. Est-ce que c'est une agression? Oui, en soi. Est-ce qu'elle est violente? Ça peut être une définition, il faut voir comment on le vit. Mais la réalité, c'est que certains groupuscules
d'extrême droite et d'extrême gauche sont violents et qu'on ne peut pas les faire taire et qu'on n'arrive pas à les arrêter, alors qu'à un moment ou un autre, c'est eux qui foutent le feu en permanence, avec bien entendu des gens qui savent souffler sur les braises, et Mélenchon en fait partie. Quelle solution? Oui, alors pour en revenir au maire, c'est un paradoxe, c'est quand même l'élu préféré des Français. Je veux dire, quand on demande dans les sondages... On n'est pas un paradoxe près en France. Hein? On n'est pas un paradoxe près en France. Oui, oui. Donc, mais alors, que ça frappe, en plus, l'élu qui est le plus apprécié ou le plus proche des Français, c'est un paradoxe qui mérite sans doute de s'interroger. Les solutions, elles ne sont pas très très nombreuses. J'ai vu que le gouvernement songe à renforcer les sanctions contre les fauteurs de troupes, ceux qui menacent les élus, et aligner les peines sur les peines qu'encourent ceux qui s'en prennent à des militaires, à des pompiers, etc. C'est-à-dire à des journalistes. Aux journalistes, 700 000 euros, 700 000 euros de donc un tour de vis. Et voilà, un tour de vis. Et je crois aussi qu'il faut essayer de raccourcir les délais d'intervention de la justice. Pour ça que moi je plaide pour que dans chaque sous-préfecture de ce pays, il y ait un référent qui puisse avoir un contact direct avec les élus, avec le maire, de manière à ce que déjà là, on ne perde pas de temps au niveau de la signalisation. On s'adresse au capitaine de gendarmerie ou à son adjudant-chef dans une compagnie, ça met le petit, je prends la plainte, je la prends pas, vous savez, ça n'aboutira pas, on ne le traite pas, etc. Donc je pense qu'il faut créer dans chaque sous-préfecture un référent qui soit chargé d'avoir ce contact permanent avec les élus. Et ensuite, je pense aussi qu'il faut que la justice soit plus rapide dans ce genre de manœuvre, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui a injurié, qui a frappé le maire, il le croise tous les jours dans sa commune. Donc je crois que là, il y a encore un effet qui s'additionne, un effet délétère qui s'additionne. Et je crois donc renforcement des sanctions, oui, parce qu'il y a quand même ça qui peut marcher. Création d'un interlocuteur disponible, permanent dans chaque sous-préfecture, et puis essayer de plaider auprès de la justice pour que les plaintes soient reçues d'abord et qu'elles évoluent plus rapidement. Frédéric, vous êtes d'accord avec ces propositions? Sur le fait de durcir le ton, il faut que, enfin c'est une expression qui existe, c'est il faut que la peur change de camp, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir quand même que ça se calme et que ça s'arrête. Je tiens juste à préciser qu'en ce qui concerne le cas dont nous parlons, la plupart des gens qui sont venus mettre le feu dès le début et protester ne venaient pas de la commune. Et donc, en fait, on a des gens qui se saisissent de ça parce qu'ils savent, et en plus, qui plus est, et c'est très vrai, le maire est l'élu préféré. C'est pour ça que cette réaction, elle est aussi plus épidermique dans les médias. C'est que, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe, mais il y en a certains qui ont compris que pour pouvoir avoir un maximum de temps de parole, il fallait un maximum de trash, il fallait que ça parle dur, et dans ce cas-là, on prend une petite commune avec un pauvre maire qui n'a rien demandé à personne, on se rassemble à l'extrême droite et on vient tout péter. Donc ça reste une recherche d'une façon d'exprimer et d'entraîner d'autres à le faire ailleurs. Le mot de la fin, ce sera celui de Lindingre avec le dessin sur ce sujet, s'il y a un mot de la fin, du moins temporairement. Ces maires menacés, à gauche le maire qui demande à son assistante du courrier aujourd'hui. Elle lui répond une balle, un petit cercueil, un peu de poudre blanche. Bref, comme d'habitude, voilà, c'est l'œil de Lindingre. Évidemment, cela ne concerne que très peu de maires et en tous les cas, on leur souhaite bien du courage parce qu'il faut quand même des gens pour faire de la politique. C'est quand même un investissement pour l'autre. Le deuxième sujet, beaucoup plus positif celui-ci. Lundi, il y a une très bonne nouvelle faite depuis le château de Versailles, voyez-vous, avec ce Choose France. Ça ne plairait pas du tout à Vianney Huguenot qui n'aime pas qu'on prenne les mots anglais. Donc ce choix français... Il y a une plainte qui a été déposée d'ailleurs. C'est vrai contre l'intitulé de ce sommet. Ouais. Donc pour cette bonne nouvelle de choisir la France, avec un investissement de plus de 700 millions d'euros à Ambar, avec à la clé près de 1700 emplois, quel que soit le nom du salon, ce qui nous intéresse, c'est le concret. C'est une bonne nouvelle pour ce site qui avait eu une mauvaise nouvelle en fin d'année ou tout début d'année, c'est ça? C'est ça, c'est Rexsolar. D'ailleurs, c'était exactement le même type d'activité. C'était Rexsolar qui devait installer aussi une usine de production énorme de panneaux photovoltaïques. Voilà, ils ont trouvé mieux ailleurs. Là, apparemment, Holo Solis a
a l'air plus attaché au secteur de Sarreguemines et a déjà promis qu'il ne ferait pas à faux bond, qu'ils iraient au bout de ce projet. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'industrie en Moselle, en Lorraine, se diversifie aussi. Parce qu'on a... C'est très vert quand même en ce moment, les annonces qu'on nous fait. Hein. Mais justement, on était sur des mono-industries. On avait la sidérurgie. Maintenant, on était passé à l'automobile. Et s'appuyer sur des mono-industries, c'est très dangereux parce que si la filière se casse la figure, c'est toute la région qui va en souffrir. Là, on voit, il y a une filière verte qui arrive et dans des domaines très vastes. Donc ça, c'est vraiment très positif de diversifier notre industrie. Ce qui est assez intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que Ambar sera le symbole de cette mono-industrie, puisque d'un côté de l'autoroute, vous avez la construction d'Ineos avec ce 4x4, et puis de l'autre côté, vous avez cette grande usine de fabrication de panneaux photovoltaïques qui fait suite à l'annonce du projet Loop, qui est un projet pour recycler les bouteilles en plastique à l'infini. Donc voilà, on a changé véritablement de domaine, mais l'industrie se porte bien. C'est plutôt pas mal parce que c'est une industrie qui a de l'avenir. Donc c'est plutôt pas mal que ces annonces soient faites et qu'elles concernent le territoire mosellan, je trouve. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Il faut quand même souligner qu'ils bénéficient du fait que le foncier avait été préparé pour le projet qui a été abandonné. Donc, là, pour Sarreguemines, tout est prêt. On avait des atouts, finalement, malgré la déception. Souvent que la politique, c'est d'anticiper. Et on reproche souvent à nos politiques de ne pas anticiper assez. Sauf que là, on a énormément de friches qui sont disponibles en Moselle. Et c'est devenu un vrai atout par rapport à d'autres régions. Oui, parce que dans d'autres régions où finalement cette concentration ou cette réindustrialisation où les services en activité se sont développés, finalement ça a fait hausser les prix du marché. Et on a quand même, et en ce qui concerne le projet dont on parle, l'atout, qui est notre atout maître, qui est exploité ici aussi, qui est le fait qu'on soit un pays en bord de frontière. Et le projet va aussi construire une partie de son modèle économique sur l'Allemagne. Oui, puisque sur ce projet d'Ambar, Holopolis, c'est ça, Holosolis, il y a un actionnaire qui est Siemens, et donc actionnaire allemand, qui est sensible à cette proximité avec la frontière. Des bonnes nouvelles quand même, Claude. L'industrie qu'on a tant raillée revient. Et au-delà, ça s'inscrit dans un phénomène. On n'en est encore qu'au début, qu'au balbutiement, allais-je dire, celui de la relocalisation. Vous vous souvenez, les panneaux photovoltaïques, les cellules photovoltaïques, ça venait d'où? De Chine. Les accus, ça venait d'où? De Chine. Bon, là, on a deux exemples avec ce qui se passe dans le Nord, Pas-de-Calais, et cette usine d'Ambar qui montre qu'il y a quand même un début de quelque chose. On commence quand même à ramener un petit peu des productions dont on a besoin. Et je pense que ça, c'est un signal encourageant. Même pas 3 ans après le Covid. Oui, alors c'est ça. Est-ce que le Covid, pour revenir à ce que disait Claude, a fait prendre conscience un peu aux élus et peut-être même à la population qu'on ne pouvait pas tout délocaliser et n'être qu'une société de production de services? Cédric. Oui, c'est un peu le contre-exemple de ce qu'on apprenait quand nous étions à l'école. On était sur schématiquement dans les cours d'économie du collège où finalement le service, c'était ce qu'on faisait une fois qu'on avait passé cette étape un peu crado de l'industrie. On passait à des choses sérieuses et à de la vente de services. Et on se rend compte que ça ne tient pas. On sait que, je crois que c'est de l'ordre de 7 emplois indirects qui sont produits par chaque emploi dans l'industrie. On en a besoin et c'est un circuit qui doit s'alimenter aussi par, dès la base, dès la formation. Derrière, il faut aussi créer de la vocation et de l'envie chez toute une génération, qui doit vraiment réenvisager l'industrie. On va avoir besoin d'ingénieurs, de techniciens, et même des pays comme les États-Unis qui ont pris un peu d'avance sur ces problématiques-là ont un peu de mal parce que le système éducatif finalement il n'est plus adapté. Et aujourd'hui, la grande force des Chinois ou de l'Asie en général, c'est pas simplement de produire à bas coût, c'est aussi d'avoir réellement cet écosystème, finalement de pouvoir imbriquer tous les éléments facilement sur place. Juste ajouter une petite chose, que dans cette relocalisation qui semble quand même s'être mis progressivement en marche, je crois que le retour de l'industrie pharmaceutique en Europe, en France, en Europe, serait aussi quelque chose de tout à fait intéressant. À suivre, puisque visiblement le président de la région est en voyage au Québec prochainement avec des contacts. Peut-être reviendra-t-il avec de bonnes nouvelles dans ses valises. Enfin, le secteur géographique ne concerne pas forcément que la Moselle, mais en tous les cas, peut-être reviendra-t-il avec de bonnes nouvelles. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Fred? Je vous ai vu lever le petit doigt. Oui.
pour qu'on prenne conscience quand même que cette mécanique d'implantation a d'autres effets, toute une série d'autres effets, et que c'est important de pousser le territoire pour ça, parce que 1700 emplois, bien sûr qu'il y aura des emplois locaux, mais ça va aussi faire converger, ça va conserver des familles, ça va faire venir des familles, donc ça va permettre de conserver des écoles, donc ça va permettre de garder des magasins de proximité. La réalité, en fait, cette réindustrialisation, c'est une locomotive derrière laquelle viennent s'ajouter tout un certain nombre de wagons qui nous intéressent au plus haut point actuellement en termes de circuits courts, etc. Donc je pense que c'est très bien, et ce serait quand même une bonne chose que ça se poursuive avec ce rythme-là, parce qu'on a beaucoup de terrain et puis finalement beaucoup de compétences finalement. Vous êtes tout à fait dans la mouvance de ce que dit le député local Vincent Zettlinger. On va forcément attirer les regards et susciter de l'intérêt, en sachant qu'il y a déjà 1,2 milliard d'euros d'investis en Moselle, rien que pour cette année 2023 qui n'est pas finie, et on est proche du record de 2019. Tiens, 2019 c'était justement avant le Covid, comme par hasard. Donc de bonnes nouvelles économiques en perspective. Le dessin de l'Indingre sur le sujet qui rejoint un peu ce que nous disait Cédric Rouillon, l'industrie repart en Moselle, et si jamais il y a trop de boulot, on fera venir les Italiens, les Polonais. Voilà, ça nous rappelle vaguement quelque chose. La citation du jour, créer une entreprise, en lien évidemment avec ce que nous venons d'évoquer. Créer une entreprise, c'est comme préparer un gâteau. Il faut doser chaque ingrédient dans de bonnes proportions. C'est un entrepreneur, allez, je vous aide. Elon Musk. Oh, bonne réponse, quasiment que je l'ai dit. J'ai l'impression d'être chez Bouvard ou chez son successeur aux grosses têtes. Merci, c'était bien Elon Musk qui a dit tout cela. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir participé à ce Club de la Presse. Et pour terminer, le générique a été transformé avec une chanson. J'ai trouvé une chanson sur Elon Musk faite par DJ Kyle. Brutal Sphincter. Non, c'est pas. Je vous laisse les écouter. DJ Kyle qui fait une chanson à la gloire d'Elon Musk. Bonne soirée et à la semaine prochaine. What's his name? E-L-O-N, Elon Musk. He is a real-life superhero conquering Mars. He's lighting weed with a flamethrower, riding electric cars. E-L-O-N, Elon Musk. C'était votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine.